Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. Ici Jonathan Demier, coach et fondateur de la communauté Spark. Les amis, on se retrouve aujourd'hui dans la tournée Spark 360, tournée que l'on a lancée depuis septembre dernier. Et tous les jours, on est en direct avec des gens extraordinaires. Donc là, je suis à Tenerife dehors aujourd'hui parce qu'il fait un beau temps. Il y a un petit peu de vent, mais on va être avec une personne incroyable aujourd'hui. Donc vraiment, beaucoup de gratitude pour toutes ces personnes magnifiques qui sont là chaque jour, qui nous partagent leur histoire, vraiment incroyable. Donc les amis, salut Eric, je vois que tu es là, que tu viens de te connecter, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Donc Caro, si tu nous rejoins, juste en bas, tu peux te demander à rejoindre le live. On est en train de se connecter de Tenerife, donc quelle heure il est en France? Là, ça doit être très comme ça. Donc j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. On va être aujourd'hui en direct avec Caroline, une personne incroyable qui a fait le tour du monde à vélo. Ah, salut Caroline. Salut. Comment tu vas? Est-ce que tu m'entends? Alors, Oui, je attends. t'entends très bien. Est-ce que tu m'entends? Super. Je vais juste monter un petit peu ça. Petit réglage. Impeccable. Ça va le son? Nickel pour toi? Très bien de mon côté, ouais. Magnifique. Comment tu vas Caroline? Ça va super, ça va Fatiguée super. ou ça va? Je suis au boulot. Ouais, ça va. Un petit peu fatigué, ouais, déjà. C'est 3 semaines de rentrée, là, et ça s'accélère déjà énormément. Donc, ouais, non, ça va, mais tout va bien. Le moral est bon. Bon, magnifique. Ben, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté cet échange ensemble par rapport à ce que tu fais. Ben, j'avais découvert tout ça et c'est juste extraordinaire. Donc, Caroline, tu as fait le tour du monde en vélo. Oui, Donc, tu me disais plus de 29 000 kilomètres. c'est ça. Donc, c'est quand même un truc fou et on va revenir sur tout ça, bien évidemment. C'est juste incroyable. Moi, tous les jours, j'interviewe des gens comme toi qui aiment se dépasser, aller au bout de leur rêve, le projet. L'objectif, c'est ça, c'est pour inspirer aussi des gens. Chacun à sa façon. Chacun, on amène un petit peu notre pierre. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de te proposer, parce que ce que tu fais, c'est pas commun. Et ce que j'aime dans toutes ces interviews, c'est voir un petit peu derrière qu'est-ce qu'il y a, ce processus, comment on en est arrivé là, parce qu'on voit la finalité, mais généralement, il y a tout un travail aussi pendant des années. Donc, est-ce que tu veux déjà nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, parce que je sais que tu fais plein de choses. Donc, je suis Caroline Soubérou. Je travaille dans la banque d'affaires. Je fais du project management. Je vis à Londres. J'ai bougé à Londres, donc ça devait être en 2015. Voilà, j'ai rencontré mon mari, David Ferguson. J'ai commencé le vélo en 2017. À l'époque, je faisais plutôt de la course à pied. J'ai commencé le vélo suite à une blessure et je suis tombée vraiment amoureuse du sport. Et je me suis lancée très rapidement, en fait, plutôt dans de l'endurance. Alors, ça a commencé après avec, donc d'abord des Audax, donc des brevets. Ensuite, j'ai fait la Race Across France. Euh, En 2019, j'ai fait All Point North. Après, je suis assez engagée aussi pour motiver les femmes à faire du sport, etc. Donc, j'ai fait le Tour de France un mois avant les hommes avec Donnons des ailes au vélo. Et l'année dernière, donc pendant toute la pandémie de Covid, etc., mon mari et moi avons décidé qu'il était temps maintenant qu'on se lance dans un rêve qu'on avait depuis toujours, qui était de faire un tour du monde à vélo. Et nous avons voulu le faire en fait dans le cadre d'un record pour un couple marié. En fait, donc on a fait ça en 6 mois et maintenant là, à l'heure actuelle, le Guinness des records est en train de valider le record. Voilà, donc on en est là. Et maintenant, on est de retour en Angleterre. Tous les deux, on est arrivés directement le samedi, le mardi, on était de retour au travail. Et en parallèle donc de mon travail, je suis aussi cofondatrice de la Race Across UK, qui est une race, donc une course de vélo ultra qui aura lieu en septembre cette année. Voilà. Magnifique. Où ça, elle aura lieu? Elle aura lieu donc au Royaume-Uni. Donc l'idée c'était de créer une première vraie course ultra qui parcourt l'intégralité de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire Écosse, Pays de Galles et Angleterre. Malheureusement pas Waouh. encore l'Irlande du Nord, ça viendra. Mais donc c'est pour la première édition, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Magnifique. Combien de kilomètres ça va faire? Alors, il y a différents formats. Je fais ça en collaboration avec Arnaud Manzanini, qui organise la Race Across France. Et donc, on a voulu suivre un format similaire. C'est aussi pour ça aussi, moi, je voulais faire ça avec lui parce qu'il n'y avait pas de course ultra au-delà de 1000 kilomètres. Donc là, ça sera une course où on aura l'option de faire soit 2500, soit 1000 kilomètres, soit 500 kilomètres, soit 300 kilomètres. Donc, c'est aussi bien si on veut se lancer dans l'ultra comme débutant, on peut commencer sur quelque chose de plus court. Voilà. Bon, bravo à vous. Belle initiative aussi de Merci. permettre à d'autres personnes de pouvoir faire ça. Et puis, c'est vrai qu'au Royaume-Uni, c'est
c'est aussi une terre riche, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. Et j'imagine que, comme votre voyage, c'est aussi ça de découvrir des choses incroyables. Ça, c'est une véritable richesse. Qu'est-ce qui t'a, est-ce que quand tu étais plus jeune, tu me disais tes maîtres numéro un à l'école, tout ça, etc., toujours te dépasser, des défis. Voilà. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu faisais du sport déjà? Alors, pas énormément, notamment parce qu'en fait, j'ai commencé dans des sports dans lesquels j'excellais pas directement. Et du coup, ça me lassait très vite. On m'a fait faire du ballet et puis au bout de 2 ans, on m'a dit, oui, ben, elle sera jamais danseuse étoile, hein. Du coup, j'étais petite, je devais avoir genre 7 ans. Je suis allée voir ma mère en disant, bah, ça sert à rien. Alors moi, j'arrête tout de suite. Voilà. J'ai fait un peu d'athlétisme, ça me branchait pas tant que ça. J'ai fait un peu de voile moyen aussi, vu que je suis de Marseille. Et puis après, je me suis lancée dans le basket. J'ai adoré le basket, ça me plaisait énormément. Après, je viens pas vraiment d'une famille de sportifs, donc moi, mon focus c'était vraiment plus sur les études. Voilà, j'étais vraiment la gamine qui adorait l'école. Personne pouvait la supporter. J'adorais ça. Donc voilà, donc je me lançais un petit peu à fond. Et après, ben ouais, donc j'ai continué. J'ai fait des études quand même supérieures qui m'ont pris beaucoup de temps. Je suis allée à Sciences Po, puis après à Harvard, puis après je suis allée à Saint-Gall, donc j'ai fait un double master. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps. Et le sport, c'est venu un petit peu après, en fait, quand j'ai commencé ma carrière et que je me suis rendu compte que ben, j'avais besoin de nouveaux défis, etc. Et donc la course à pied est arrivée. Et moi, je suis partie, je faisais du 3 kilomètres et j'étais contente, quoi. Et puis petit à petit, ça s'est... voilà, j'ai tendance à faire les choses dans l'excès, disons, quand je commence quelque chose. Super intéressant. Ton premier objectif, c'était quoi? C'était de réussir au niveau professionnel? Tu voulais, c'était quoi? Parce que tu disais, toujours je voulais être la meilleure, donc tu as fait de grandes écoles. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime en fait? C'est plus le défi d'aller là où c'est un peu presque impossible? Mm. Je pense que quand j'ai commencé, et c'est quelque chose sur lequel j'ai essayé de travailler avec le temps, parce que sinon on continue à enchaîner les projets sans vraiment avoir d'objectif. Et je pense que c'est vraiment important, surtout quand on gagne en maturité et aussi pour pas complètement perdre la tête, d'avoir un petit peu un objectif long terme, de se fixer une espèce de route en se disant que ben chaque projet doit servir à quelque chose sur le long terme. Donc je pense qu'au début, ce qui me motivait, moi, tout ce que je voulais, c'était genre, je voulais aller à la gagne, quoi. Je voulais, parce que j'étais très scolaire, j'étais très cadrée, donc je dis voilà, tout ce que je veux, bah, c'est avoir la meilleure note. Mais je me posais pas la question de pourquoi je voulais ça, est-ce que ça m'apportait quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, parfois, je me rends compte que, je dirais ça à mes enfants, parfois, il vaut mieux être moyen à l'école parce que on est investi dans quelque chose à côté, etc. Il faut se poser des vraies questions. Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose, en fait? Donc voilà, moi je pense qu'au début j'étais plus dans le mode faut que je sois la meilleure, etc. Et je pense que c'est une façon de penser qui ne peut qu'aboutir à de l'insatisfaction permanente en fait. C'est pas bon mentalement d'être comme ça. Alors qu'aujourd'hui je me pose plus des objectifs et surtout quand je fais quelque chose et que je commence à me donner à fond, à un moment je me pose et je me dis attends mais pourquoi tu fais ça là? Est-ce qu'il y a vraiment un objectif? Est-ce que ça vaut le coup de se rendre malade? Et ça me permet de poser vraiment des limites et justement de pas aller juste dans l'extrême pour aller dans l'extrême en fait. Voilà. Donc par exemple, je vois ça surtout dans le monde de l'ultra-cyclisme. Si on regarde sur Internet, il y a des gens, ils sont à fond dedans et ce sont vraiment. Alors c'est pas professionnel malheureusement parce que c'est pas encore un sport qui est totalement reconnu, qui est tout organisé. Mais c'est des gens qui font ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je parle à d'autres personnes qui me disent ah mais moi j'arriverai jamais à faire ça, etc. Je dis mais il faut pas se comparer. C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu veux C'est devenir ça. un pro qui ne fait que ça? Voilà. Moi, j'aime pas trop quand les gens me disent oh, c'est une ultra cycliste parce que pas vraiment en fait. Ouais, j'ai fait quelques courses, je me suis lancé des défis, mais la vérité c'est que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai un taf, j'ai pas le temps de prendre des vacances que pour faire ça. J'ai une vie de famille, j'ai un mari, donc je me pose un petit peu mes objectifs et je décide par rapport à ça. Voilà. À l'heure actuelle, là, comme j'ai dit tout à l'heure, tu m'as dit c'est quoi le prochain projet? Là, je viens de finir mon tour du monde. Pour l'instant, le projet, c'est de se poser, de bien réfléchir et de bien digérer ce qui a été fait et après de se lancer quelque chose d'autre. Parce qu'avant, j'avais tendance à toujours me lancer, toujours me lancer, toujours me lancer. Et c'est pas une façon saine de vivre, je pense. Euh, c'est très intéressant ce que tu as partagé, aussi Ouais. bien sur la psychologie que ben, sur ton parcours. Juste avant de revenir sur le côté sportif, par rapport au côté professionnel, quand tu t'es lancé dans tes études, est-ce que tu as fait les études parce que tu avais envie de les faire, de découvrir, d'aller dans des grandes écoles, ou est-ce que tu savais ce que tu voulais faire? Ou tu t'es dit, on verra où ça me mène? Non, voilà, ouais, c'est un petit peu le principe. Comme je disais, je bossais énormément sans vraiment avoir d'objectif. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir accéder pratiquement à tout ce que je voulais faire. Donc, je savais plus ou moins ce que j'avais pas vraiment envie de faire. J'étais pas trop dans le mode, genre faire polytechnique ou quoi, faire des études d'ingénieur. C'était pas quelque chose qui m'intéressait suffisamment. Moi, la vérité, c'est que j'adorais les lettres.
Mais je pense que j'avais aussi une vision très très romantique des lettres, ce genre de choses. Je pense que j'aurais été très heureuse en fait d'être prof ou journaliste, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu. Mais comme à l'époque je savais pas vraiment ce que je voulais faire, je suis allée à Sciences Po parce que Sciences Po c'était très 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 ouvert au niveau de la carrière. Avec Sciences Po on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Et à travers Sciences Po, je me suis rendu compte que, notamment, en fait, c'est à travers les boulots que j'ai eus pendant l'été, je me suis rendu compte petit à petit des environnements qui me plaisaient. La banque, par exemple, c'est pas forcément parce que je suis passionnée par la finance, mais j'ai travaillé pour des NGO, enfin des trucs sans, j'ai oublié le nom en français, dans des œuvres caritatives, etc. Et des plus petites entreprises. Et j'aimais pas trop, en fait, la philosophie de travail de ces environnements-là. Je trouvais qu'il y avait tellement de potentiel qui n'était pas exploité parce que les gens, ils avaient un peu tendance à faire du 9h à 5h et ça leur suffisait. Moi, j'ai besoin de gens qui sont vraiment passionnés, qui ont vraiment une éthique de travail qui est forte et qui disent pas ah non, ça c'est pas mon rôle. Moi, je veux des gens qui me disent on pense comme une équipe, on se donne à fond, on est passionné, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça dans le monde du business, du consulting et de la banque. Et donc c'est pour ça que je me suis un peu lancée dans cette carrière-là. Voilà. Excellent, excellent. Et tu as commencé à Londres ou tu avais commencé ailleurs? Non, moi j'ai commencé, j'ai fini mes études en Suisse et j'ai commencé donc ma carrière à Zurich. Ce qui aussi forcément expliqué que je me suis lancée assez rapidement dans la finance parce qu'en Suisse, les trois principales industries, c'est assurance, pharmaceutique et bancaire. Donc voilà, je me suis lancée dans la finance. Magnifique. Tu as des enfants aujourd'hui? J'ai pas d'enfant, non, pas encore. Okay. Alors j'y pense, mais c'est vrai que c'est jamais le bon moment. Voilà. Bon, après là on y pense sérieusement, voilà. Mais ça va être une autre vraie aventure. Magnifique. Parce que c'est vrai que s'organiser à 6 mois, partir, ça se fait avec des enfants, mais c'est aussi notre organisation et c'est aussi ça à prendre en compte. Bien évidemment, tout ce qu'il y a, tous les alentours quand on est sportif, faire bien beaucoup d'interviews avec ces gens qui ont des enfants. C'est une vraie organisation aussi après. Ouais. Et pour revenir sur ce que vous venez de faire, parce que tu viens de rentrer quand même, vous avez fait le tour du monde en vélo. C'est pas non plus tout le monde qui va le faire. Qu'est-ce que tu retiens de ça? S'il y a 2-3 choses que tu aimerais partager aux gens qui regardent maintenant ou qui regarderont en replay peut-être cette interview, qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ce qui est certain, c'est que ça m'a donné encore plus la capacité de rester très calme face aux échecs, face aux difficultés, face aux problèmes. Parce que on s'est retrouvé dans une situation qui était compliquée, notamment vis-à-vis de Covid. On devait tout le temps penser à changer notre route, innover, changer le matériel, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est un voyage qui fait que maintenant, quand je suis de retour au travail, il n'y a pas grand-chose qui me stresse, quoi. Ça va, j'assume plutôt bien. Donc ça, c'est la première chose. J'ai été très intéressée aussi de voir, de découvrir un peu le monde, les différentes cultures, etc. Et on a essayé vraiment de faire ça dans un mode qui n'était pas totalement naïf. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent ah oui, ce pays-là, comment sont les gens? Alors oui, il y a des effets culturels, mais ce que je peux dire, c'est que dans tous les pays, tu vas rencontrer des gens très sympas et des gens absolument terribles. Voilà, c'est toujours, on revient pas en mode, parce qu'il y a des gens qui reviennent de ce genre de voyage, qui disent ah c'est fantastique, le monde est merveilleux, tout à fait. Mais rassurons-nous, partout, qu'on soit en Bolivie ou au Kenya, il y aura des gens top et des gens moins bien. Par contre, c'est vrai que je reviens quand même en me disant que le monde à l'heure actuelle, il est beaucoup moins effrayant que ce qu'on peut penser à la télévision ou en lisant les journaux. C'est un monde qui est très ouvert, les modes de vie se rejoignent de plus en plus parce que voilà, on a Internet, parce que c'est un monde qui est moderne. Donc je pense et je pense sincèrement, si on veut se lancer dans des aventures, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que ça n'était il y a des années. Et on n'est pas obligé de partir pour 6 mois. Je dis, apparemment, je parle de la Bolivie. J'ai adoré la Bolivie. La Bolivie, ça se fait facilement en 2 semaines. C'est pas compliqué de prendre un vélo et d'aller rouler, même de faire une petite distance en faisant du 60 km, 30 km même par jour. C'est à la portée de tout le monde si on veut vraiment faire de l'aventure. C'est tout à fait possible. Et après, je pense que j'ai aussi beaucoup appris sur moi-même et sur mon couple et sur la manière de fonctionner. J'ai appris des choses que je fais qui, je me suis rendu compte, ne sont pas forcément... j'ai tendance à donner beaucoup mon opinion quand elle n'est pas demandée, par exemple. Et j'ai appris vraiment à calmer ça en disant, à sentir un petit peu quand c'était le bon moment de se dire certaines choses et pas d'autres.
Et surtout aussi d'être en couple comme ça, quand il y a énormément de fatigue, ça t'apprend à négocier et à être, comment dire, à être un vrai soutien par rapport à l'autre personne quand tu sens qu'elles sont en souffrance aussi. Donc j'ai aussi pas mal appris sur ça. Voilà. Après, comme je te dis, je suis encore en train de digérer toute l'aventure. Yes, yes. Mais voilà. Est-ce que tu aurais, juste après je te laisse tranquille, est-ce que tu aurais une ou deux peut-être anecdotes à partager de cette incroyable aventure? Des choses qui t'ont marqué Oui, ben il y en a tellement. On en a une qu'on aime bien raconter. Alors il s'avère que quand on est allé en Afrique, c'était la saison des pluies, donc il pleut énormément en fait dans cette période-là. On avait dû un peu changer la route malheureusement à cause de Covid, donc c'est sûr que si on avait su ça, on serait peut-être pas passé par là, mais c'est comme ça. Et quand on était au Botswana, on passait énormément en fait. Le pays, en gros, le Botswana, c'est un parc national à lui tout seul, quoi. Il y a des éléphants partout, des lions, on en voit partout. Et un jour, il commence à pleuvoir énormément, et surtout il y a beaucoup d'orages. Et quand il y a des éclairs à vélo, il vaut mieux éviter d'être en mouvement, t'as du métal, etc. Donc la bonne chose à faire, c'est de laisser son vélo, de marcher un peu plus loin et de se mettre. Nous, on avait des matelas. C'est du caoutchouc, quoi, donc c'est un peu isolant. Donc tu t'accroupis, tu te mets dessus et puis tu t'arrêtes. Donc du coup, on fait ça. Et puis là, d'un seul coup, genre 500 mètres plus loin, on voit qu'il y a un lion, enfin un groupe de lions. Et alors il s'avère que le lion, quand t'es à vélo, il s'en fout complètement. C'est pas, il va pas venir attaquer un cycliste. C'est pas parce que c'est quelque chose qui est en mouvement, etc. Mais par contre, quelque chose qui est assis comme ça, qui bouge pas, ça intéresse énormément les lions. Donc du coup, c'était le genre de situation où on devait décider, bon alors on fait quoi? On se fait foudroyer et on se fait bouffer par des lions, quoi. Donc voilà, ça c'était un des trucs. Après, incroyables? on a eu des moments psychologiquement qui étaient très durs aussi, parce qu'en fait, comme on voulait faire un record, on savait qu'on avait une certaine distance à faire, on savait qu'on avait un temps imparti. Et donc, c'est vrai que on était tout le temps sous pression, en fait. Et il n'y avait pas un moment où on pouvait se dire, ah, on va s'arrêter là et profiter. Et ça a été assez difficile. Et quand on était en Espagne, on a eu des problèmes parce que l'Australie n'était pas totalement réouverte et on était tout le temps en communication avec Guinness. Et Guinness a commencé à nous dire, alors qu'ils avaient validé la route avant, qu'en gros, si on passait pas par l'Australie, ils pourraient pas valider le record, etc. Et ça a été, parce que quand t'es crevé comme ça et que tu te donnes à fond, tu te dis, mais non, mais je me souviens, il faisait froid, en plus, c'était un temps pourri. Je me suis mis à pleurer, j'étais vraiment, vraiment pas bien, quoi. Et en fait, bon, bah, voilà, on a continué, on s'est soutenu l'un l'autre. Et puis surtout, on a décidé que même si au final, il validait pas le record, on s'en fout parce qu'on sera toujours riche de l'expérience et qu'on aura beaucoup appris. Et d'ailleurs, c'est une autre leçon sur le voyage, c'est que tous les échecs qu'on peut avoir ou toutes les déceptions, tous les pays qu'on n'a pas pu voir, c'est une bonne chose en fait. Et c'est comme ça qu'il faut voir les échecs dans la vie parce que ça te donne des opportunités pour la suite et ça fait que c'est ce qui rend aussi l'expérience absolument unique. Voilà. Après d'autres expériences, on en a pas mal d'autres. J'essaie d'y réfléchir. Non, il faudrait me demander des exemples Juste, je précis. voulais rebondir par rapport à ça parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, le danger, il n'existe pas, il est dans notre tête en fait, souvent nos peurs, tu vois. Ouais. Mais par contre, quand on se retrouve face au lion comme ça, à 500 mètres, le cœur, il doit battre quelque part. Comment tu te dis? Tu dois te dire, je fais quoi? Je cours. C'est ça qui était intéressant dans l'expérience qu'on a eue, c'est que nos vies, elles étaient vraiment réduites à l'essentiel, quoi. C'était où est-ce que je dors ce soir? Qu'est-ce que je vais manger? Et est-ce que je suis en sécurité? Voilà. C'était la sécurité par rapport aux animaux, par rapport aux voitures, aux camions et tout. Je veux dire, en Namibie, c'est une grande route tout droite avec des camions énormes et t'as pas d'accotement. Et du côté de la route, c'est du sable très profond. Donc du coup, quand t'es à vélo, faut tout le temps regarder et tu dois te jeter dans le sable régulièrement pour éviter les camions. Donc ouais, ça te remet les choses en perspective en fait. Et tu te dis et même quand on est rentré, les gens nous demandent alors, enfin pour vous, est-ce que vous êtes content du voyage? Vous n'êtes pas déçu parce qu'à cause de Covid, vous n'avez pas pu aller en Asie? Vous n'êtes pas déçu parce que, est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous allez avoir le record ou pas? Et honnêtement, nous, tout ce qu'on dit aux gens, c'est non, mais on est rentré et on est en bonne santé et on n'a pas eu d'accident majeur. Et ça, c'est énorme en fait, parce que même quand on était en train de faire le voyage, on avait un ami qui a eu un accident, qui faisait un voyage un petit peu similaire, qui a eu un accident au Mexique.
et qui était en hôpital, qui cherchait des fonds pour être rapatrié et tout. Donc ce genre de choses, ça arrive. Donc déjà pouvoir rentrer en bonne santé, c'est le plus important. Voilà. C'est bien de le préciser parce que c'est vrai que des fois quand on est jeune, on est un peu foufou et il faut prendre conscience aussi des choses. Et juste parce qu'après j'ai aussi un autre rendez-vous et je vais pas te mettre en retard, mais des petites questions que ça peut intéresser des gens. Première question que je vais te poser, combien de temps l'organisation pour faire un tour du monde en vélo? Combien ça vous a coûté? Déjà, c'est deux questions. Alors, combien de temps? C'est difficile à dire parce que comme on a des jobs à temps plein et surtout qu'il y avait la pandémie, que ça changeait tout le temps, on n'a pas du tout commencé la préparation tôt, parce que on se disait que ça sert à rien de se donner à fond dans la préparation maintenant si après on doit changer de plan, etc. Donc du coup, on avait une idée un petit peu claire d'où est-ce qu'on devait trouver les visas, ce genre de choses-là. Et c'est le côté administratif qui nous inquiétait plus qu'autre chose. Yes. Et après, où est-ce que c'était plus ou moins sûr pour faire du vélo avec Covid. En gros, c'était ça. Après, la préparation, on a de la chance quand même qu'on a de l'expérience dans le cyclisme. Donc, on savait plus ou moins le matériel dont on avait besoin. Je dirais qu'on a fait genre 3 mois à acheter du matos, etc. avant de se lancer. Donc franchement, niveau préparation, c'était pas grand-chose. Comparé par exemple à quelqu'un, je veux dire Marc Beaumont, quand il a fait son record à lui, ça lui a pris 10 ans pour se préparer et il faisait ça à temps plein. Donc c'est un petit, on a fait un peu avec les objectifs, avec les moyens du bord, puisqu'on a tous les deux nos deux carrières. Voilà. Au niveau des coûts, ça nous a coûté cher. Alors fait le compte rendu total, mais je pense qu'on en a bien eu pour 30 000 à peu près, 30 000 parce que entre les arrêts, etc. Et les avions et les changements de dernière minute, on était parti on a fait double de notre budget. Voilà, donc c'est là où on en est. On avait prévu 15 000, on a fait 30 000. Et je pense que c'est ce que je disais récemment dans une interview. Si on veut faire en fait ce genre de voyage en dépensant moins, il vaut mieux faire un voyage en fait sur sur une plus grande période de temps, parce que ça permet de faire plus d'économies simplement parce que tu peux mieux planifier quand est-ce que tes vols seront au bon moment et tout. Nous, c'était tout dernière minute, c'était tout un petit peu à l'arrache, donc forcément à chaque fois ça nous a coûté assez cher. Voilà. Combien de vols vous avez pris pour est-ce que tu te rappelles à peu près? Ouais, alors on a fait Europe, Canada, on a fait Canada, États-Unis parce qu'à l'époque la frontière était fermée, donc il fallait faire ça en avion, ce qui était un peu ridicule. Après on a fait Floride, Bolivie, on a fait Argentine jusqu'à Londres, plus Londres jusqu'à l'Afrique du Sud. Même en Bolivie, on a pris 2 autres vols, donc ça fait déjà 7. Après on a fait Afrique, Europe, Australie, 1, 2, 3 en Australie. Je pense qu'on a dû prendre au moins 15 vols. Ouais, à peu près. Oh. Ouais, 15 vols. Donc vous êtes parti en gros avec quoi? Un sac à dos, un vélo, du matériel de rechange et basta? Ouais, c'est tout. Ouais. On n'avait rien. Franchement, on avait beaucoup plus quand on était au Canada parce que dans le Yukon, il fait très très froid forcément. Donc on avait énormément d'équipements pour le froid. Mais dès qu'on a passé la frontière américaine, en fait, on a tout envoyé en DHL de retour à la maison et Excellent. Mais Caro, tu m'entends? Ça coupe un petit peu. t'es coupé. Oui. Oui, je t'entends. Tu m'entends? Oui. Ouais. Mais Caro, je voulais te dire déjà un grand merci à toi pour cet échange. C'était très très riche et bravo pour ce que vous faites. Les amis, je vous invite à suivre Caro sur son compte Instagram. Je partagerai sur YouTube aussi. Découvrez ce qu'ils font. Vraiment, c'est très beau. En plus, elle organise une course bientôt là de vélo au Royaume-Uni. Donc, si ça vous intéresse, je sais que dans ma communauté, il y a pas mal de sportifs. Donc, allez jeter un œil, allez voir tout ça, allez découvrir le Royaume-Uni aussi. Une belle terre avec beaucoup d'histoire. Donc, n'hésitez pas. Et puis, un grand merci à toi. Je te souhaite une belle journée. Et puis, je te dis à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.